Story time sur comment deux copines à moi ont couché avec mon ex. J'ai voulu faire la traîne documentaire Netflix, etc. Et je me disais, c'est vrai que j'ai vécu des trucs pas mal ouf dans ma vie, mais j'ai pensé à ça. Et c'est vrai que des fois, j'oublie à quel point c'est ouf. Et quand j'en parle aux gens, je me dis, c'est vraiment fou. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter comment deux copines à moi ont couché avec mon mec en même temps. L'histoire que je vais vous raconter, c'est passé, j'avais 17 ans, 18 ans. Je venais d'entrer à la fac. Avant de vraiment rentrer dans le truc, je dois placer le décor pour que vous compreniez le caractère que j'avais à l'époque, la personnalité que j'avais à l'époque, parce que la Isabelle de la fac, celle d'aujourd'hui, c'est deux personnes complètement différentes. Également, mon contexte familial qui a fait qu'il y a beaucoup de choix que j'ai faits. Plaçons le contexte. Par rapport à ma personnalité avant, j'étais quelqu'un assez réservé. Je dirais, j'avais pas du tout confiance en moi. Au lycée, j'ai subi du harcèlement scolaire. J'ai toujours été focus sur les études. Je me disais, faut que j'ai mon brevet, faut que j'ai mon bac. Faut que tout se passe bien au moins au niveau intellectuel parce que j'avais pas confiance en moi. Et ce, pas forcément par rapport au harcèlement que j'ai subi, mais déjà dans mon contexte familial, j'avais beaucoup de remarques qui me faisaient douter, qui me confortaient dans l'idée que j'étais pas importante et que je servais à rien, que j'étais moche, que j'étais bête, que je servais à rien, que j'étais inutile. Voilà. Donc j'ai misé sur l'école. J'étais vraiment cette enfant pas turbulente, calme, concentrée. J'étais vraiment ce qu'on peut appeler une enfant modèle. Sauf que je me suis rendu compte que ça sert à rien d'être une enfant modèle. Du moins, ça sert à rien d'attendre qu'on te dise bravo. La période de révision du bac a été une période extrêmement stressante pour moi. Non seulement un peu avant parce que le harcèlement il se faisait de plus en plus intense sur les réseaux. J'avais la boule au ventre quand j'allais au lycée, mais je restais concentrée sur les révisions. J'ai aussi passé le bac dans des conditions compliquées. Je venais de perdre mon grand-père qui était de passage dans la ville où je vivais. Et de là, il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées. Il y a beaucoup d'oncles et de tantes à moi qui sont venus du coup chez nous. C'était pas un appartement de 100 mètres carrés. On a été très vite à l'étroit. Je dormais avec beaucoup de personnes en même temps. Et il y a même une tante à moi qui est partie une fois avec mes fiches de révision alors que j'avais des examens toute la semaine. J'ai eu mon bac avec mention. J'étais extrêmement fière de moi. Mais j'ai quand même eu cette réflexion. On m'a dit, en fait, c'est la moindre des choses que tu aies eu le bac. En fait, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là dans ma tête, mais j'ai vrillé. J'ai commencé doucement à vriller. Comme vous l'aurez compris, mon contexte familial était très compliqué. J'avais beaucoup de mal-être. Sur le moment, pour moi, il y avait beaucoup de choses qui étaient normales au vu de la culture, etc. Mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout normales. J'ai vraiment eu le déclic à la fin du lycée et un peu plus à la fac. Donc, arrivée à la fac, j'avais toujours ce côté où j'étais pas mal réservée, j'avais beaucoup de mal-être en moi, mais j'étais trop contente d'être à la fac. J'ai pris un cursus commerce international et langue étrangère, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais faire psychologie, sexologie pour être psychothérapeute de couple. Et j'avais trouvé une école au Canada. C'est vraiment ce que je voulais faire. Mais ma famille ne voulait pas. Ils voulaient que je reste dans la ville où j'avais grandi. Et c'est vrai que c'est une ville étudiante, donc il y a beaucoup de facs, mais il n'y avait pas la fac que je voulais. Et je voulais pas faire psychologie en France. Donc au début, ça se passe super bien, etc. Mais au fur et à mesure, je me rends compte que c'est pas ce que je vois pas d'issue. J'allais en cours parce que je devais aller en cours. Mais en soi, il y avait beaucoup de cours qui ne m'intéressaient pas du tout. Bref, pour ceux qui connaissent un peu la dynamique de la fac, beaucoup de sorties, soirées d'intégration. J'ai commencé à enjoy ma vie en fait, j'ai commencé à sortir. Franchement, je vivais ma best life. Après avoir charbonné, carburé. Pour la première fois, à 18 ans, j'avais l'impression de vivre. J'avais l'impression d'être appréciée pour ce que j'étais. Franchement, je me suis entourée de personnes incroyablement belles avec qui je suis encore amie aujourd'hui. Des liens vraiment sincères. Maintenant, je vous expliquer mon contexte familial. À un moment, je vous promets, j'étais en train de toucher le fond. Je vais pas rentrer dans les détails ou autres, mais je suis partie de chez moi. On m'a mis un ultimatum et j'ai dû partir de chez moi. J'ai trouvé une coloc, etc. Et pour ne pas amputer ma famille financièrement, il y a des choses que j'ai pas déclarées, donc je n'ai pas pu percevoir certaines aides. Et pendant des mois et des mois, je devais me débrouiller financièrement. Ce que j'ai fait et ce que je faisais également quand je suis arrivée à Paris, c'est que je coiffais. J'arrivais à payer mon loyer rien qu'en coiffant. Donc je coiffais, je faisais des tresses, des tissages, etc. Un jour comme ça, je reçois un message sur Facebook. Coucou, j'ai vu que tu coiffais, ma coiffeuse m'a planté, j'ai absolument besoin que tu me sauves, etc., etc. Je sais pas quelle heure il était à ce moment-là, mais il se faisait tard. Et je me suis dit, non, franchement, là, je peux pas. Mais mon côté empathique, je me suis dit, ah mince, sa coiffeuse, elle a planté. Moi, déjà, je sais que j'ai appris à me coiffer toute seule à cause de ce genre de choses où tu te retrouves un dimanche soir, tes cheveux sont bracadabra, et puis tu dois aller à l'école le lendemain, c'est chaud. Je me dis, vas-y, je vais aller. Je lui réponds, je lui dis, écoute, t'habites où? Elle habitait à 15 minutes de chez moi à pied. Je me suis dit, c'est totalement faisable. En plus,
j'avais un vélo à l'époque, donc c'était plus rapide. Donc je vais chez elle et elle n'était pas seule, elle était avec une autre fille qui habitait dans la résidence étudiante juste en face de chez elle. Une me dit qu'elle vient du Togo, l'autre elle vient du Mali. Et de fil en aiguille, on parle, etc. La première, celle que je coiffais, s'appelait Christelle et l'autre, elle s'appelait Salma. Christelle, j'ai trouvé super chill, super gentille. Pour le coup, c'était un coup de cœur amical. Cette fille était super gentille, généreuse. Et surtout, vous savez, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont été comme moi qui vont comprendre ce que je veux dire. Mais quand vous êtes quelqu'un qui n'a pas beaucoup confiance en elle, vous mettez un peu dans votre coin, vous voulez pas prendre trop de place et vous avez en même temps peur de ne pas être assez. Vous êtes admiratif des personnes qui n'ont pas cette peur. Des personnes qui parlent sans tabou, qui sont ouvertes, qui n'ont pas peur de dire les choses cache. Et ça, j'admirais beaucoup ça chez Christelle. Concernant Salma aussi, elle était très drôle. C'est quelqu'un que je trouvais très drôle. C'était quelqu'un de gentil également. De fil en aiguille, j'étais la coiffeuse, mais on est devenues copines. On a commencé à se faire des soirées chill à l'appartement de Christelle. On a commencé à se voir à l'extérieur. C'était vraiment mon petit groupe de copines. On était 3. J'avais d'autres copines, mais vraiment, c'était ce petit groupe de copines avec qui j'ai commencé vraiment à beaucoup traîner. Et à l'époque, je fréquentais quelqu'un. Il s'appelait Guy. Et c'était un homme, si je peux dire, un homme inutile. Et je crois qu'il a triplé sa première année. Pour trouver travail, c'était compliqué. À l'époque, j'étais tellement piquée que je lui faisais ses CV. C'est quelqu'un qui galérait. Moi, j'étais la meuf qui faisait tout pour lui. On va poser ça là. Pour moi, c'était ça l'amour, c'était d'être présente pour la personne, etc. Enfin, j'ai confondu. C'était pas vraiment ce que je ressentais, c'était pas l'amour. Du coup, quand je suis devenue copine avec Christelle et Salma, on avait parlé de Guy. Les soirées, on a commencé à les faire ensemble. Guy, il avait 2 potes à lui. Par contre, leur nom me revient pas du tout. En fait, on faisait nos soirées, nos trucs en groupe et tout. Christelle avait un copain qui vivait au Togo. C'était quelqu'un qui fumait beaucoup de joints, qui fumait énormément de joints. Énormément. Beaucoup. Bref, Salma de son côté, elle était musulmane, c'est un point très important à souligner parce que là, il y avait des choses qu'elle faisait pas, elle fumait pas. Mais à côté de ça, elle avait un côté très spicy. Pour elle, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait que l'argent. Voilà. Moi, j'étais la fille un peu naïve, très dans le pays des bisounours. À un moment, Guillemot, on a eu une rupture. L'une des raisons pour lesquelles Guillemot s'était séparé, c'est parce que j'avais des doutes sur sa fidélité. Et un jour, comme Dieu fait bien les choses et Dieu fait toujours bien les choses, je partais de chez lui. J'ai pris mon bus. Et au moment où le bus prend le rond-point comme ça, il y a une voiture qui arrive, du coup, pour s'installer sur le rond-point. Je le vois dans la voiture avec la fille avec qui je suspectais qu'elle me trompait. Comme j'ai une très bonne mémoire des visages, cette fille, je l'avais retrouvée sur Facebook. Je lui avais demandé quelle était leur relation. N'écrivez jamais aux filles. Elle m'a dit que c'était son mec. Et quand je l'avais confronté, il m'avait dit, vous me connaissez, hein, t'es folle, n'importe quoi, nanana. Et à elle, il lui a dit, mais non, mais elle est folle. Moi, je suis folle dans les deux cas. Donc, j'ai été invitée à une soirée d'un homme que je connaissais, que j'avais connu un peu plus tôt quand j'étais arrivée à la fac. C'était un homme très recommandable, franchement 5 étoiles. On avait eu une petite idylle à l'époque, c'était resté un bon ami et moi je suis allée à cette soirée. Par la suite, Christelle et Salma ont dit à Guy que j'étais allée à cette soirée. Elles ont expliqué qui était cet homme pour moi et le passé qu'on avait eu. Le mec, il commence à me faire une crise de jalousie comme si je l'avais trompé. Et au vu du profil que je vous ai dressé sur moi me concernant à l'époque, je me sentais très mal alors que je n'avais pas à me sentir mal. Donc j'ai commencé à m'excuser alors que je n'avais pas à m'excuser. J'ai commencé à me sentir coupable alors que je n'avais pas à me sentir coupable. Je me sentais tellement coupable que je me suis pas posé la question de pourquoi mes copines sont allées balancer à mon ex que j'étais allée à une soirée avec un homme que je connaissais d'avant lui. J'étais vraiment très mal. En fait, de là a commencé une torture psychologique. À partir de là, ce que je vais vous raconter, je peux pas vous dire que je savais ce que je faisais. Je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas pourquoi je le faisais. Mais c'est comme si quelque chose au fond de moi m'avait préparé à ce que j'allais apprendre. Moi, j'avais mon examen à 10h30, quelque chose comme ça. J'arrive à la fac, j'entre dans l'amphithéâtre, je me pose. Et là, j'ai comme une boule au ventre. En fait, c'est comme si, dans ma tête, il y avait une voix qui disait « Si tu te lèves pas maintenant, tu vas rater quelque chose qui sera décisif pour ta vie plus tard. Si tu te lèves pas maintenant... » J'ai fini ma copie, je crois que j'ai même pas fait 20 minutes sur cette copie. Je l'ai rendue, je suis sortie de l'amphithéâtre. J'arrive à l'arrêt bus, il y a un McDo à côté. Je sais pas pourquoi je me suis dit « Je vais leur prendre un McFlurry. » Vous pensez que c'est de la gentillesse? C'est pas de la gentillesse. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je me suis dit « Fais-le. » En fait, c'est comme si j'étais un peu en mode... pilotage automatique. Quand je me revois dans cette scène, je sais exactement comment les choses se sont déroulées, mais je ne saurais pas vous dire pourquoi j'ai fait ça, à quoi je pensais. Je savais juste qu'il y a quelque chose qui m'a poussée à me lever. Il y a quelque chose qui m'a poussée à aller au McDo, à acheter ces McFlurry, à prendre le bus,
retourner chez Christelle. Et il y a une voix dans ma tête qui répétait: j'espère que la porte est ouverte, comme ça je n'aurai pas à sonner à l'interphone. Ça, c'est une dinguerie quand même. J'arrive en bas et je faisais que répéter: j'espère que la porte est ouverte, j'espère que la porte est ouverte. Et au moment où j'arrive, il y a quelqu'un qui sort en même temps. Donc, je passe et je monte. C'est comme ça que je suis face à la porte. Et mon cœur, il bat, je toque. Il n'y a pas de Judas. Et peut-être pendant 3 longues minutes, j'entends juste comme si ça bouge à l'intérieur. J'entends des pas, j'entends des... Bref, ça monte, ça monte. Je toque encore. En tout, j'ai dû attendre 6-7 minutes. C'est Christelle qui m'ouvre la porte. Et elle m'ouvre la porte. Elle a un gros t-shirt sur elle. Elle a une culotte. Et la première chose que moi, je remarque, c'est qu'elle a son mascara qui a collé. Et je lui demande: ça va? Elle me dit: non, ça va. T'as pas ton examen et tout. Je lui dis: bah, j'ai fini et j'ai pris des McFlurry. Du coup, j'entre et tout. Et je vois Guy qui est couché dans le lit avec la couette sur lui. Je pose des McFlurry sur la table et je sais pas pourquoi, j'ai commencé à faire la vaisselle. C'est une manière de mettre de l'ordre un peu dans mes idées, de process les choses qui sont en train de se passer. Moi, je finis la vaisselle et quand je finis... Et la partie 1 est déjà postée, donc allez regarder si vous ne l'avez pas encore regardé. Donc j'arrive à l'appartement de Christelle avec mes 2 McFlurry, je les pose sur la table. Je comprends tout de suite ce qui se passe. De là, spontanément, je commence à faire la vaisselle. C'est ma manière à moi de mettre les choses à plat et vraiment de me calmer. Je suis pas quelqu'un de colérique, je suis pas quelqu'un qui m'énerve. En plus, on était au 7e étage, donc je voulais pas finir en prison. Je finis ma vaisselle, je vais m'asseoir sur le lit où était couché Guy et je passe ma main sous la couette et je vois qu'il est nu. Est-ce que je me suis énervée? Non. Est-ce que j'ai pété un câble? Non. Est-ce que j'ai frappé quelqu'un? Non. J'ai vu ce que j'avais à voir, je suis restée normale. J'ai continué de parler avec eux normal et je suis juste partie parce que j'avais des révisions à faire. J'avais des examens à passer, j'avais mon année à valider, mon avenir à préparer. Vous allez peut-être trouver bizarre ce que je vais vous dire, mais ce qu'elles ont fait, je ne l'ai pas pris personnellement. Je sais pas comment l'expliquer. J'avais plus de la peine, du dégoût aussi par rapport à leur acte, à eux trois. Je me suis dit, ok, bah je suis naïve, on m'a vraiment prise pour une conne pour le coup, mais c'est pas moi qui ai fait cet acte horrible, je m'enlève de là. J'ai compris ce qui s'était passé, mais j'ai décidé de faire comme si je ne savais rien. J'ai quand même pris mes distances, j'ai continué mes examens et Christelle et Salma m'écrivaient de temps en temps. Je pense que c'était un peu pour tâter la température. Ça devait être une torture pour elle de pas me voir m'énerver ou de ne pas me voir emmener ce sujet sur la table sans admettre ce qui s'était passé. Ni Guy, ni Salma, ni Christelle. Donc j'ai fait comme si de rien n'était. À cette époque, comme je vous ai dit, je coiffais et il y a une dame que je coiffais à l'époque. Je l'avais coiffée uniquement 2 fois. À ce moment-là, pendant mes examens, j'étais allée la coiffer. Cette 3e fois où je l'ai coiffée, elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Je vais pas parler de ce que je vivais et c'est marrant comment certaines personnes vont vous emmener un message à des moments où vous avez vraiment besoin d'entendre ça. Et pour moi, c'est des messagers de Dieu tout simplement. Cette femme me demande: est-ce que tu sais pourquoi je t'ai choisi pour me coiffer? Moi, je dis: bah peut-être parce que tu aimes comment je te coiffe. Elle me dit: je t'en ai pas parlé au début parce que je voulais pas que tu aies peur. Elle m'a expliqué qu'elle avait une maladie qui faisait que si ses nerfs étaient trop sollicités, ça pouvait lui paralyser donc tout le côté droit, l'épaule, le bras, etc. Elle m'a dit: ta manière de coiffer, elle m'a dit: t'es tellement douce, t'es tellement pure, c'est pas tout le monde que je laisse toucher mes cheveux. Et elle continue en me disant: la première fois que t'es entrée chez moi, t'as une lumière en toi, peut-être t'es pas consciente, faut jamais que tu laisses les gens éteindre ta lumière. Et ça m'a tellement touchée parce que au vu de tout ce qui s'était passé récemment, peut-être intuitivement je voulais protéger cette lumière-là. Je voulais pas que les mauvais actes des gens n'entachent ce que j'avais dans le cœur, quitte à passer pour une personne naïve ou une personne qui ne sait pas taper les gens quand ils ont besoin d'être tapés. Bref. Je ne sais pas par quel miracle, mais j'ai eu mon année. Un jour, Christelle me propose qu'on sorte, j'accepte de sortir. Donc on sort, je prends des nouvelles, je lui demande bah du coup Salma, est-ce qu'elle va bien? On a tous été occupés pendant les examens et moi de mon côté, j'avais pris mes distances. Salma elle s'était un peu installée chez elle quand je traînais avec elle et elle m'explique que Salma est retournée vivre chez elle. Et je lui demande, il y a eu un problème? Elle me dit non, je pense qu'elle voulait juste être posée pour réviser, etc. Pendant qu'on est en centre-ville, il y a énormément de monde parce qu'on a beaucoup d'étudiants dans cette ville et je vois Guy. Et Guy a l'air très étonné de me voir avec Christelle. Il y avait d'autres potes à moi avec lui donc je suis allée dire bonjour, etc. Du coup, bah, on se retrouve tous à faire la soirée tous ensemble. De là, je me retrouve avec Guy uniquement. Il commence à me dire des choses, et vous savez, l'être humain est très vicieux. Il commence à me dire, tu sais qu'il y a que 2 personnes qui connaissent la recette du Coca-Cola. Je dis, ah ouais? Et il me dit, Christelle, elle t'a pas dit. Et je lui demande, Christelle, elle devait me dire quoi? Et il me dit, bah, je sais pas, je vois que vous êtes copines, donc ça a l'air d'aller. Je vous jure que ça n'allait jamais sortir de ma bouche. C'était comme me ridiculiser. C'est-à-dire que les personnes qui ont fait une bêtise, là, c'est les personnes qui vont venir pour me dire, on a fait cette bêtise. C'est pas moi qui vais vous dire, vous avez fait cette bêtise. Ça n'allait jamais sortir de ma bouche. Je lui demande, Christelle doit me dire quoi? Et de là, il commence à dire non, mais c'est bon, etc. Nanana. Sachez que ce dont je suis en train de vous parler là, ça a duré pendant peut-être 2 mois. 2 mois où Guy
me sortait ce genre de phrase-là où il m'écrivait des devinettes de la torture psychologique. Dans sa tête, je ne savais rien. Et parce que je n'avais rien capté, parce que je suis trop bête et je suis trop naïve, il a commencé à s'octroyer cet ascendant sur moi. Avec beaucoup de bienveillance dans la voix, tu sais, tu devrais quitter cette ville. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui t'aiment. En face, moi, je restais très docile, si je peux dire, douce, gentille. Mais au fond de moi, je savais. Il avait des moments de lucidité où il me disait, je me sens super mal en ce moment, j'ai fait quelque chose. Il disait pas ce qu'il avait fait, mais il me faisait comprendre qu'il avait fait quelque chose à quelqu'un et qu'il se sentait super mal. Au début, il faisait croire que c'était quelque chose qu'il avait fait à quelqu'un qu'il n'arrivait pas à dire. Et de fil en aiguille, il commence à me dire, ouais, faut que je te dise un truc, faut que je te dise un truc. Au final, il disait rien. Ça montait, ça montait, ça montait. En fait, ce soir-là, c'était la goutte de trop. Moi, j'avais un peu bu. C'est dire que ma patience, elle était à zéro. Lui, il avait beaucoup, beaucoup bu, donc il était à ça de craquer. Christelle était d'un côté, il était d'un côté. Personne n'allait rentrer chez lui. Je vois que pendant qu'il est en train de parler, il y a ses deux potes, les deux potes là dont je vous parlais, qui lui disent, viens, c'est bon, arrête et tout. Je dis, non, dis-moi, qu'est-ce que Christelle devait me dire? Je vois ses potes qui le tirent. Et vraiment, quand je vous dis, il avait énormément bu. Christelle aussi, elle avait énormément bu. C'est parti, hein. Christelle qui me tire d'un côté et qui crie, Guy, non, non, Guy, arrête, Guy. Je peux encaisser, je peux encaisser, il faut me dire. Et en fait, de là, c'était trop. Je vous ai dit, je m'énerve pas, hein. J'avais jamais frappé quelqu'un de ma vie, hein, mais j'ai commencé à le battre. Ouais. Gifle par-ci, gifle par-là, bam, bam. Ses potes le tenaient. Christelle me tenait. Ah, moi, j'ai poussé Christelle. Parce qu'en fait, à un moment, pardon, le spectacle a assez duré. La comédie a assez duré. J'ai dit, Christelle devait me dire quoi? J'étais tellement en colère que je sentais même pas les coups que je donnais. C'est après que j'ai ressenti la douleur. On a réussi à nous séparer. J'ai mes copines qui essayent de me calmer, etc. Elles me demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Etc. J'avais encore dit à personne. Pendant que je suis avec mes copines, il y a un mec qui passe qui me dit, ouais, je crois que ta copine, elle est en train de... Elle a pris un bout de verre, un tesson de verre par terre, et elle est en train de tchouk 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 dans une ruelle. Elle se faisait du... Story time de comment deux copines à moi ont fait un plan à 3 avec mon mec. Partie 3, et c'est le grand final, donc on reprend. Pour ceux qui ont suivi la deuxième partie, il y a un détail que j'ai oublié de mentionner lorsque je suis arrivée chez Christelle, c'est que c'est Christelle qui m'a ouvert, mais Salma était sous la douche. Donc on s'est arrêté à l'altercation avec Guy. Pendant que je suis avec mon groupe de copines, il y a un mec qui arrive pour me dire, la fille avec qui t'étais tout à l'heure, elle est en train de se les veines dans une ruelle. Donc on va tous dans la ruelle, on la voit. Elle était en pleine crise d'angoisse, elle était vraiment en transe. Elle faisait que répéter, je suis désolée Isa, je suis désolée Isa, je suis désolée Isa. Je lui dis, t'es désolée de quoi et qu'est-ce que t'es en train de faire là? Il y a un pote à elle qui l'a escortée chez elle, qui l'a ramenée chez elle, etc. Pour ceux qui n'ont pas vraiment compris, je sais pas comment moi je pourrais m'expliquer parce que si je devais faire exactement la même chose, c'est-à-dire rester calme, ne rien dire, aujourd'hui, 10 ans après, je ferais exactement la même chose. Parce que je pars du principe que tu peux pas te rendre malade pour quelque chose dont tu n'es pas responsable. Pour des personnes qui ont choisi de faire quelque chose d'aussi sale. Dès lors où tu t'énerves, tu as perdu le combat. C'est une réaction normale, c'est une réaction humaine de s'énerver, de réagir lorsque tu apprends quelque chose comme ça. Mais sur le moment, si je m'étais énervée, si j'avais piqué une crise dès le départ, j'étais perdante. À ce moment-là, c'est tellement gros. Je peux pas prendre la responsabilité de vos actes en impactant ma santé physique, ma santé mentale. C'est impossible. C'est pas moi qui ai décidé d'aller donner mes fesses, d'aller mélanger mon énergie, ma sueur avec ma copine et l'ex de ma copine. C'est pas moi qui ai choisi de faire quelque chose d'aussi sale. Pourquoi c'est moi qui dois être mal et qui dois digérer? Oui, c'était peut-être de la torture psychologique de ma part. C'était peut-être un acte sociopathe, tout ce que vous voulez, mais je l'assume complètement. Et s'il y a une chose que je n'allais pas faire, c'est dégringoler. Je voulais pas punir par des insultes. Je voulais pas punir par des coups. Je voulais punir psychologiquement. Je punis les gens psychologiquement. Si je dois t'insulter, je vais t'insulter. Toi et moi, on va plus jamais se parler. Mais pour un truc comme ça, je pouvais pas en même temps laisser. Et pour manipuler quelqu'un psychologiquement, il faut rester calme. Revenons à notre histoire. Je reçois un message de Guy tôt le matin, je pense vers 5 heures. Il me dit, j'attends mon train. Je sais pas comment je vais faire, mais aujourd'hui, je vais te dire, promis. Vous allez vous dire, mais pourquoi t'as attendu? Pourquoi t'es pas rentré dedans? Pourquoi en fait jusqu'au dernier moment tu as attendu que ça sorte de leur bouche? Ça n'allait pas sortir de ma bouche. La vérité c'est que je me suis demandé, est-ce que c'était la première fois? Et au fond de moi, c'est comme s'il y avait autre chose. Vous savez quand vous vous énervez, quand vous confrontez les gens, vous n'aurez jamais toutes les réponses. Donc j'ai attendu. Il m'envoie un message dans la journée pour me dire, est-ce que t'es disponible? Je lui dis oui, il m'appelle. Et il me dit, j'ai couché avec Christelle et Salma.
J'ai dit d'accord. Il me dit, t'étais au courant? Je lui dis oui, je le savais depuis. Il me dit, pourquoi t'as pas réagi? Pourquoi t'as rien dit? Je lui dis, c'était pas à moi de réagir. C'était pas à moi de dire quelque chose. Et en fait, il m'explique que Christelle, elle a commencé un peu à parler de sexe, à parler de Hugues, elle a commencé à le chauffer. Et lui, il était trop bourré. Et en fait, il m'explique vraiment qu'au début, c'était juste Christelle et lui qui étaient en train de se chauffer. Ils ont commencé à se déshabiller, ils ont commencé à faire des trucs au début. Et ça a commencé dans des trucs nanani nanana. Et c'est après que Salma les a rejoints. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés à faire boum chakala 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 à 3. Voilà. Moi, j'écoute. Quand il m'explique ça, moi, je me dis, c'est un film. Mais comment vous dire, ça ne m'a pas atteinte. Ça ne m'a pas atteinte dans le sens où vous allez peut-être trouver prétentieux, ce que je vais vous dire. Mais je me suis dit, et moi, je suis au-dessus de ça. Ah, moi, je suis pas dedans. J'étais tellement innocente à cet âge-là. J'étais tellement innocente. On va revenir à la story time. Mais il y a une vidéo sur Insta, j'étais tombée dessus. C'est un mec qui dit il y avait une meuf à la fac, elle était tellement belle, mais qu'est-ce qu'elle était conne. Un jour, elle m'envoie un message pour me dire j'ai bloqué ma tête dans le lave-linge, mais elle est conne ou quoi? Et là, le mec, il capte, il se dit putain, c'était une excuse pour qu'il aille et qu'il boum boum ensemble. J'ai été ce genre de meuf. Je pouvais rencontrer un mec en soirée à la fac. On s'entend bien, on parle, on rigole, il a une belle personnalité, on s'échange nos numéros, on se texte. Un jour, il me dit, ah, ça te dirait de passer chez moi et tout, nanana. Je passe chez lui, je suis là, assise, sitting pretty. On parle. Et juste, je regarde ma montre, je lui dis, bah, je vais rentrer et tout, il se fait tard. Alors que le mec, il m'appelait pour que je vienne boum boum avec lui. J'étais le genre de meuf tellement naïve et tellement innocente que j'allais en pensant qu'on allait juste parler, rigoler, faire les trucs qu'on fait dehors. Et juste j'allais rentrer. J'étais comme ça. Mais les filles avec qui je traînais n'étaient pas comme ça. Et c'est de là que j'apprends d'autres choses. Il me dit franchement, on avait beau être un groupe, t'étais vraiment la plus innocente de tous parce qu'il y avait des choses qui se passaient. J'étais pas au courant. Il y avait des choses qui se passaient pendant que moi j'étais en train de réviser. Pendant que moi je voyais mes copines d'enfance avec qui je faisais des trucs innocents, eux ils faisaient des partous dans cet appart. C'est comme ça que j'apprends que Christelle et Salma ont couché avec les deux potes de Guy également. Les deux potes là, ils ont des copines. Je lui ai demandé pourquoi. Tu peux pas dire que c'est l'alcool. De là, il m'explique. C'était une façon aussi de se venger. Parce que quand j'étais allée à la soirée avec le mec dont je vous avais parlé, avec qui j'avais eu une petite idylle, Guy et moi, on n'était pas ensemble. J'avais dormi chez cet homme. Il ne s'était rien passé. Sauf que vous voyez une fille avec une morphologie développée qui vous dit qu'elle a dormi avec un homme et qu'il ne s'est rien passé. Qui va me croire? Dans sa tête, j'avais couché avec cet homme. Et le fait de coucher avec mes copines, c'était pour lui une manière aussi de se venger. Au-delà du fait qu'il avait été chauffé. Je lui ai dit d'accord, merci pour ces informations. J'envoie un message à Christelle pour lui demander si elle est disponible dans la journée. Et je vais chez elle. Je voulais pas l'avoir au téléphone, je voulais pas lui parler par SMS, je voulais l'avoir en face de moi. Donc je vais chez elle et je lui demande comment elle se sent. Elle avait, voilà. Et de là, en fait, je lui dis que j'ai eu Guy au téléphone. Je lui ai pas dit que j'étais au courant depuis. Je lui ai dit Guy m'a dit. Il m'a dit ce qui s'était passé. Elle me dit ça, je suis désolée. Je savais qu'elle était désolée. Mais sur le moment, elle n'était pas désolée. Lorsqu'elle a couché avec lui, elle n'était pas désolée. Lorsqu'elle l'a chauffé, elle n'était pas désolée. Et je me rappelle que le discours que j'ai eu vis-à-vis d'elle, c'était pas un discours de ouais, pour comment t'as pu me faire ça. Pas du tout. On n'est pas dans un film. J'ai eu un discours très moralisateur où je lui ai dit tu peux pas faire ce genre de choses. C'est pas bien. C'est sale. Et je lui ai dit t'as couché avec ses deux potes. En fait, je lui ai dit mais c'est trop mélangé. T'es trop dans le vice. Et pour m'avoir confié certaines choses sur sa vie, sur sa famille, sur ses trucs, je lui ai dit tu peux pas continuer comme ça. Vous allez vous dire pourquoi t'as pas attrapé ses cheveux, pourquoi tu l'as pas insulté, pourquoi faire? Elle est en France que pour les études. Je lui ai dit, t'es pas venue du Togo pour faire des conneries comme ça. Finis tes études, rends ta famille fière, rends ta maman fière. Toute cette conversation s'est faite assise. On était assises. J'ai fini de lui dire ce que j'avais à dire et je suis partie. Pendant des jours, elle ne faisait que m'écrire, me demander pardon. Je savais pas quoi lui répondre, j'avais pas envie de lui répondre parce que je savais que l'état dans lequel j'étais tellement anesthésiée, détachée, dégoûtée, qu'on peut plus être copine. On n'est pas pareil. Je suis pas parfaite, mais je sais que je suis pas quelqu'un qui a du vice. Je suis pas une méchante personne, je suis pas une mauvaise personne. Je lui ai dit, je suis pas non plus celle qui va te punir. Il y a quelqu'un là-haut qui voit. C'était leur responsabilité, leur choix, leur karma. J'ai toujours ce discours avec les gens qui me font du mal, même encore jusqu'à aujourd'hui. Soigne ta manière de faire pour ne plus avoir à faire du mal à quelqu'un d'autre dans le futur. J'ai eu à le dire, ouais, t'es un connard, t'es un machin, tes trucs, mais j'aurais toujours ce discours. Fais en sorte de ne pas faire ce même mal à quelqu'un d'autre. Soigne ta personne, soigne ta vie, évolue, fais bien. Parce que moi, je pars du principe que, et j'en parle dans mes vidéos, toutes les personnes que vous allez rencontrer dans votre vie,
Peu importe comment ça va se terminer, ces personnes sont là pour vous faire évoluer, pour vous faire comprendre des choses sur votre propre vie. Peu importe la manière dont ça va être emmené, c'est comme ça que ça s'est terminé. Salma, j'ai pu lui parler. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai rompu officiellement ces relations dans le calme et dans la reconnaissance. Vous allez vous dire, mais elle est folle. Ces personnes sont entrées dans ma vie et m'ont apporté quelque chose à un moment de ma vie où j'avais besoin, sans savoir que j'avais besoin de ça. Grâce à ces personnes, j'ai grandi. Je me suis découverte une nouvelle facette, je me suis découverte une force aussi. Et juste pour ça, dans mon cœur, j'étais reconnaissante et j'ai pas voulu partir avec de la haine. La seule chose que je leur ai laissé, c'est changer. Moi aussi, je vais changer. Après tout ce que je viens de vous expliquer, tout ce que j'ai dit, que ce soit à Guy, Christelle, Salma, je suis partie en paix. Mais j'avais besoin quand même de quelqu'un pour me prendre dans ses bras. J'avais besoin de bras où je pouvais pleurer. Le fait d'être rentrée chez moi, c'est ça qui a été vraiment le contre-coup parce que j'ai perdu des personnes qui m'avaient beaucoup apporté à un moment où je me sentais très seule, un moment où j'avais peu d'estime en moi. Et je me suis choisie et j'ai coupé ces relations et je suis retournée dans un environnement familial où je me sentais encore plus seule. Et à ce moment-là, ma famille déménageait. Et pendant qu'on était dans les cartons, ce jour-là, j'étais faible, très fatiguée. Et de là, en fait, une personne de ma famille s'énerve contre moi et me dit, de toute façon, tu viens pas chez moi. Cette personne de ma famille enlève tous les cartons qui me concernaient du camion, les laisse par terre, démarre le camion et me laisse au bas de l'immeuble avec mes cartons, mes sacs, mes valises. Ce jour-là, c'était l'abandon de trop. Parce que on m'a fait ça souvent dans ma famille. J'ai juste repensé à la Isabelle à 10 ans, 11 ans, qu'on a laissée sur une aire d'autoroute. Ce jour-là, j'ai pris une décision. Cette décision a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je ne savais pas combien de temps ça allait me prendre, mais j'ai décidé d'apprendre à me choisir, d'apprendre à me connaître, d'évoluer, de m'arroser, mais surtout, au-delà de ça, apprendre à me choisir. À partir de ce jour-là, je ne suis plus retournée vers une personne qui avait choisi de m'abandonner. Je ne suis pas allée m'excuser alors que je n'avais pas à m'excuser. Ce jour-là, j'ai décidé de quitter cette ville et c'est comme ça que j'ai atterri. Mesdames, ce que moi je peux vous dire, en toute sincérité là, choisissez bien vos amis. Des fois, même si vous voulez, n'ayez pas d'amis. Parce que s'il y a des personnes qui sont aussi déloyales sur cette terre-là, c'est nous les femmes. On est tellement déloyales, les femmes envers les femmes, tellement jalouses des femmes envers les femmes, c'est pas possible. Chez les hommes là, c'est rare, ok? C'est vraiment rare. Chez les hommes, il y a un code d'honneur qui existe en fait. C'est un peu difficile pour un homme de sortir avec une ex de son ami. Mais chez les femmes là, oh, c'est très facile et c'est très normal en fait. Alors que ça ne se fait pas. Ou bien c'est moi qui suis je sais pas moi, pas trop à jour, ou bien parce que c'est pas normal ce que vous venez d'entendre. Moi, je suis tout simplement choquée et je ne sais pas quoi dire en fait. Je suis juste choquée de du fait que il y a pas en fait cette histoire de solidarité féminine là en fait, ça existe juste quand ça nous arrange, mais quand ça ne nous arrange pas et qu'on veut ce qui appartient à l'autre, on met ça de côté et on s'en fout quoi. On s'en fout des sentiments, on s'en fout de l'amitié. On est juste égoïste. Juste égoïste. Franchement, les hommes, dites-moi si chez vous aussi ça existe. Mais mes soeurs qui venaient de regarder la vidéo, d'écouter le témoignage de cette soeur-là qui vient de parler là, faites attention à vos amis. Vraiment.